d'APTN. Ah mon Dieu, c'était tellement... c'était extraordinaire. C'était des moments de pur bonheur. Une maman Anishinaabe réalise son rêve de monter dans un ring de boxe professionnel. La Cour d'appel du Québec autorise un recours collectif pour la stérilisation forcée de plusieurs femmes atikamekw à Joliette. La Conférence internationale sur le tourisme autochtone démontre l'importance du partage d'expériences singulières. Et en entrevue, Alexandre Bacon vous invite à la toute première édition du Sommet Connexion autochtone. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Cour d'appel du Québec autorise un recours collectif pour la stérilisation forcée de plusieurs femmes atikamekw à Joliette. Au début, le recours collectif ne visait que 3 médecins, mais l'action a été élargie pour inclure l'Autorité régionale de santé qui gère l'hôpital de Joliette. Le CISM de Lanaudière, qui supervise le Centre hospitalier régional de Lanaudière à Joliette, a été initialement exclu de ce recours collectif en août 2023 par la Cour supérieure du Québec. Cependant, la Cour d'appel du Québec a maintenant permis aux 6 d'être inclus dans le processus. Le recours collectif est représenté par 2 femmes atikamekw de Manawan qui affirment avoir subi des stérilisations forcées par 3 médecins du CIS sans leur consentement. Selon une étude publiée en 2022, 22 femmes autochtones ont subi des stérilisations forcées entre les années 1980 et 2019 au Québec, mais des actions en justice en cours indiquent que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. La boxe professionnelle féminine prospère au Canada, ce qui offre des nouvelles opportunités pour les boxeuses d'ici de monter dans un ring. J'ai eu la chance de rencontrer une maman Anishinaabe déterminée de voir son rêve de devenir pro se réaliser. Voici son histoire. Commencer une carrière de boxe professionnelle à 46 ans n'est définitivement pas la norme. Mais pour Sophie Legrand, c'est un rêve qui vient de se concrétiser. Ce soir, elle fait ses débuts chez les professionnels. Le 31 janvier dernier, cette maman Anishinaabe, issue de la communauté de Picogan, a brisé les barrières du sport. Elle détient maintenant le record du plus tardif début professionnel, toutes catégories de boxe confondues. Arriver jusqu'à là, par contre, n'a pas été facile. Les gens qui y parviennent partagent souvent une caractéristique commune. La plupart des fighters, parce que je me considère comme une combattante, on a souvent des choses en commun, qu'il y a un passé difficile ou des douleurs, que pour eux, l'exprimer dans un ring, bien, ça canalise un peu tout ce qu'on a vécu. Puis moi, c'est ça m'a vraiment aidé à passer à travers tous mes stress, mes problématiques que j'avais personnelles. Puis quand j'étais sur un ring, j'oubliais tout ça. Sophie pouvait donc oublier le suicide de sa mère en 2017, la mort de son père 2 ans plus tôt, sa propre séparation et les moments où élever 2 jeunes filles seules n'était pas facile. Plus encore, la passion qu'elle a trouvée pour la boxe lui a permis de tisser des liens uniques avec sa fille aînée. J'avais plus de patience avec mes filles, ma relation avec elles est plus facile. Puis aussi, ça fait que mes filles, une de mes filles, elle a vraiment une passion commune avec moi. J'ai comme un peu initié à la boxe, puis on s'est beaucoup rapprochés, mère-fille. 2 semaines, ça a arrêté avec les poumons, avec de l'eau. Mais cet engouement pour la boxe lui a aussi donné le goût de se voir faire le sport au plus haut niveau. Celui de professionnel. L'entraîneur de Sophie la supportait dans sa décision. Ça, c'est un beau moment, coach athlète. Hein? Je pouvais pas lui dire non, t'es trop vieille, non, ça marchera pas. Parce que je me disais que si moi, j'étais à sa place, j'aurais jamais voulu qu'on me dise non. Donc, je voulais vraiment que si elle veut goûter à ça, ben, qu'elle goûte, mais au moins ben, qu'elle soit prête. Il fallait d'abord son permis. Dû à son âge et au fait que Sophie n'avait pas assez de compétition amateur au compteur, la régie lui a initialement refusé. C'est vraiment très, très strict. Puis eux sont quand même frileux à donner un permis à quelqu'un justement de mon âge. Eux, ils ont un mandat de sécurité au niveau de l'athlète. J'ai eu de la misère à accumuler le background amateur d'un athlète professionnel normal. Ce refus n'a fait qu'alimenter son désir de se lancer.
Je me dis, c'est pas vrai qu'on va me dire que j'ai pas le droit de faire mon permis professionnel parce que j'ai pas le nombre X ou l'âge qu'il faut pour l'avoir. Donc, j'ai vraiment comme persévéré. Je me disais, je peux pas abandonner. Au final, sa détermination a porté fruit. Lui, la plus difficile. Il n'y a pas de moyen. Avec de la musique pow-wow électrique qui envahissait la salle, un médaillon en perlage qu'on lui a offert et ses filles dans les estrades, Sophie Legrand, sous son alias de Makwa, qui veut dire ours, a grimpé dans son premier ring de boxe professionnel. C'était fabuleux. Pour vrai, genre, juste la voir avec son médaillon, puis tu sais, avec l'excitation qu'il y a derrière. Il y avait beaucoup de membres de sa communauté qui étaient venus pour la voir. C'était vraiment cool. Votre vainqueur par décision unanime. Malgré avoir perdu à son adversaire plus expérimenté, c'était une belle victoire personnelle. Ah mon Dieu, c'était tellement... c'était extraordinaire. C'était des moments de pur bonheur. Si on regarde le combat, j'ai pas gagné. Mais moi, là, dans mon cheminement, là, juste en montant le ring, j'avais déjà gagné dans ma tête. Là. J'étais tellement contente de vivre ce que je vivais. C'est vrai que c'est dangereux. Mais moi, là, j'étais tellement comme... Ah, j'y vais. Je me voyais comme Rocky, là, tu sais. Comme Rocky Balboa, ce n'est pas toujours une victoire qui compte, mais le fait de se relever après chaque coup et de continuer à se battre, peu importe les obstacles. Mes filles étaient tellement fières de moi. C'était un beau moment. Là. Les coachs étaient fiers de moi, tout le monde. Puis moi, j'étais fière d'avoir fait ça moi-même. Là, puis je me disais, waouh, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je l'ai fait. Pour moi, non. C'est un sentiment de bonheur intense. Bravo, Sophie. Cette année, Montréal a accueilli la Conférence internationale sur le tourisme autochtone, l'une des plus importantes du genre au Canada. Robbie Burden présente un reportage de Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Eva May Angiou est une Inuk de Puvirnatuq vivant à Montréal. Cette année, elle participe à la Conférence internationale sur le tourisme autochtone, où elle vend ses perles et son artisanat. Wonderful. Thank you. Thank you so much. Have a good day. You too. Je suis venue vendre mes créations. Plus de 1000 délégués de 10 pays sont venus au Palais des Congrès de Montréal pour la Conférence internationale sur le tourisme autochtone de cette année. C'est l'occasion pour rencontrer plein d'autres artistes autochtones que j'aime faire du networking. Sébastien Desnoyers-Picard, de la nation Huron-Wendat, est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada. Il est fier de participer à la plus grande conférence touristique autochtone du monde. Ce qui passionne particulièrement Desnoyers-Picard, c'est l'évolution vers un tourisme basé sur l'expérience, qui, selon lui, fonctionne si bien parce qu'il est basé sur le contact humain. C'est une expérience touristique, c'est pas un produit touristique. Tu as la gastronomie, tu peux manger, tu peux sentir, tu as l'odorat. C'est vraiment des expériences qui sont multisensorielles. Tu peux acheter de l'art, tu vois les artistes en action, tu vois les artisans, tu as des contes et légendes. On a des expériences multimédia maintenant aussi qui viennent pallier à un manque des fois de staff. Donc pour nous, il y a vraiment une grande diversité, mais les gens recherchent la connexion humaine. J'aimerais saluer tout spécialement aujourd'hui notre aîné, Kevin Deere, qui a fait la prière. Steve Waduhanik-Louis, de Wendake, est président de Tourisme autochtone Québec et fondateur des restaurants Sagamati. Il a constaté une augmentation du tourisme autochtone depuis le début de la pandémie de COVID-19 et affirme que les touristes s'intéressent aux cultures autochtones en réponse à un monde de plus en plus chaotique. En restant groundé avec la terre, de ce qu'on a toujours fait, qui est notre plus belle richesse, c'est notre culture. Hein? Et donc, avec ça, je pense qu'on en a pour du succès pour les années à venir. Là, ça va être incroyable pour le tourisme autochtone. Selon moi, on n'a pas encore vu les meilleures années de ce tourisme-là autochtone. Eva May Angiou est loin de chez elle. Et elle n'est pas certaine qu'il sera facile d'attirer de nombreux touristes dans les communautés du Nunavik accessibles uniquement par avion. Mais elle est heureuse de participer à cet événement dans le Sud. Cela lui donne le sentiment de construire quelque chose de plus grand. Comment ça peut aider? Mais c'est d'avoir plus de connaissances sur leur réalité, parce que c'est tellement... c'est quoi le mot que je cherche? Isolated. C'est tellement isolé que, la nourriture est chère là-bas pis tout. Donc, ça pourrait peut-être les aider à avoir plus de tourisme ou de
que les gens supportent leur chasse ou leur pêche ou leur art aussi. Il y a beaucoup d'artistes dans le Grand Nord qui ne sont pas bien connus. Un reportage de Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'Opétienne, Montréal. Une tournée musicale dans les écoles autochtones, unique en son genre, permet aux étudiants d'écouter de la musique live. Découvrez-la après cette courte pause. Bienvenue. Une tournée musicale dans les écoles autochtones, unique en son genre, est en cours au Manitoba. Cette tournée épique a débuté en février et se poursuivra jusqu'au mois de mai. Nelson Little, musicien et membre de la Première Nation Peguis, se rendra dans les écoles de 18 communautés autochtones. Robbie Purdon présente un reportage de Sierra Bettins. For a few years now, I've been trying to find purpose in why I write and what my message is as a writer, and what I believe in as an artist. So I think speaking and going out to these communities is something I have a passion for. Dans moins d'une semaine, Nelson Little, artiste autochtone de musique country, entamera une tournée de 3 mois sans précédent. This one is one of the biggest tours that we've taken on, and we're going to 18 Indigenous communities right throughout Manitoba. So it's really exciting that Nelson's going to be part of this one of the biggest tours that we're starting. Rhonda Head, chanteuse cri de renommée internationale, a organisé 5 tournées dans le cadre du programme des tournées autochtones. Financé par Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Manitoba et le Réseau des arts du Manitoba, ce programme permet aux élèves des communautés autochtones du Manitoba d'écouter de la musique live. It's important that we do an Indigenous tour because they need to see a brown face who's succeeding in the music industry, where we empower them and we inspire them. Le voyage commence lundi à St. Theresa Point, une communauté accessible par avion située à environ 465 km au nord de Winnipeg. Après des arrêts à Garden Hill et Wassagamak, la tournée visitera des communautés du sud-ouest, du sud et du nord du Manitoba. They're in remote places and they can't leave the community, so it's really exciting that we're going into the community and inspiring youth one community at a time. Little a grandi dans le nord du Manitoba et est membre de la Première Nation Peguis. Aujourd'hui, le triple lauréat des Manitoba Country Music Awards vit à Portage-la-Prairie, où il concilie son rôle de père, de musicien et de charpentier. I'm a carpenter as well. Since 18 years old, I actually worked on the Wassagamak School. So it's going to be neat to speak to those students and let them know that those hallways, when they were steel studs, I was there putting them together and stuff. Bien qu'il soit impatient de monter sur scène, la tournée est plus qu'un simple spectacle. Entre les chansons, Little rencontra comment il est passé de la situation des élèves à celle qu'il connaît aujourd'hui. I was in a gun accident at 13, and I was in a car accident at 17. All in my high school years, so I feel I have the message for them that even with some trials in your life, you can still dream big and you can still go get what you want, even if it's something fun like playing guitar and singing songs. La dernière étape de la tournée se termine le 9 mai, à la Première Nation Wesquesipik, nord de Dauphin au Manitoba. Bien que les arrêts soient courts, Head affirme que l'impact est durable. To see the kids smiling and you could see that sparkle in their eye and you could see their minds rolling, and then you could see that the musicians are inspiring the youth. Now that I finally understand my life with all the hardships as a youth, how I overcame it, and I think that's where this collaboration is going to work really well, is to just share how I did it, because that's what they need to hear, is how you overcome challenges and reach for the goal. Anytime, anywhere, anyone, just make it happen. Un reportage de Sierra Bettins, Nouvelle nationale d'Opétienne, Winnipeg. On continue en musique et en lumière. Ce week-end marquera la fin de la 26e édition de Montréal en lumière, un festival annuel qui illumine la ville avec des centaines d'activités, la plupart gratuites sur leur site extérieur, ainsi qu'une programmation gastronomique.
Né du désir d'encourager les gens à sortir de chez eux au mois de février et de remplir les restaurants de la ville après la Saint-Valentin, Montréal en Lumière accueille maintenant plus d'1 million de visiteurs. L'aspect gastronomique de l'événement est définitivement un favori des festivaliers. Depuis 2020, la chef Abinakis Lisanne Obomsawin partage les secrets de la gastronomie des Premières Nations de différentes façons, mettant toujours en valeur les ingrédients du terroir et les saveurs de saison. Maintenant, elle le fera avec une démonstration culinaire gratuite d'une recette que son arrière-grand-mère a partagée pour la première fois lors du tout premier powwow de Danak. La sagamité, un bouilli de farine de maïs à laquelle on agite de la viande ou du poisson, démontre comment certaines recettes traditionnelles ont évolué avec la colonisation des Premières Nations. Cette recette est encore plus surprenante du fait que plusieurs visiteurs peuvent s'y reconnaître. Ce qui est surprenant à travers ça aussi, c'est que les gens, quand ils goûtent à la sagamité, parfois ils se disent « Ah oui, ça me rappelle ce que ma grand-mère faisait », puis ils viennent carrément d'un autre pays, mais d'un pays qui a été aussi parfois colonisé aussi. Alors que quand les pays ont été colonisés, bien souvent, la nourriture qui est amenée aux pays colonisés, c'est des ingrédients de pays qui ont été aussi colonisés. Tu sais, il y a comme des mélanges qui sont faits, mais qu'à travers ça, on fait comme « Ah ouais, OK, ça vient de là ». On finit par avoir une belle connexion par rapport à ça. Moi, je trouve ça vraiment le fun. La démonstration est gratuite. Visitez le site de Montréal en Lumière pour en savoir plus. Voici 2 autres événements qui animent nos communautés. Le tout présenté dans notre calendrier culturel. La première activité commence demain et se déroule jusqu'à mardi. Le refuge pour femmes de la Nation Crie de Waswanipi célèbre la Journée internationale de la femme avec des massages gratuits pour les femmes, offerts par la massothérapeute Tatjana. Veuillez contacter Kristen Ergol via Facebook sur Messenger pour plus d'informations. Notre deuxième activité se déploie mardi le 11 mars à Uashat Macmaniutenam. Le 2e salon annuel interuniversitaire se tiendra dans le gymnase de l'école Manikanitish et réunira des professeurs et étudiants de nombreuses universités québécoises qui viendront présenter leur établissement et leur domaine d'études. Tous sont bienvenus. Les activités permettront de faire vivre les différents programmes disponibles et les matières qu'ils couvrent. Cela se passe entre 17h30 et 19h30. Vous avez une activité communautaire ou même une histoire à partager? Envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Au retour de cette courte pause, le premier sommet Connexion autochtone aura lieu la semaine prochaine sous le thème de la réconciliation économique. Nous nous entretenons avec président fondateur de l'Institut Ashukan, un des organisateurs du sommet, Alexandre Bacon. À ne pas manquer. Re-bienvenue. Le tout premier sommet Connexion autochtone aura lieu la semaine prochaine au Palais de Congrès de Montréal sous le thème de la réconciliation économique. Nous avons rencontré un des organisateurs de l'événement, le président fondateur de l'Institut Ashukan, Alexandre Bacon, afin d'en savoir plus. Donc, bonjour, Alexandre, heureuse d'être ici. Où est-ce que l'événement va se passer du 11 au 13 mars de la semaine prochaine? Dites-moi, pourquoi faire un sommet sur la réconciliation économique? Eh bien, en fait, l'intention était plus large que ça à la base, c'est-à-dire on voulait mesurer la réconciliation. Alors, où en est-on en termes de réconciliation? Ça avance, ça recule. Alors, la réconciliation, c'est un vaste projet de société. Ça touche l'économie, mais ça touche aussi la santé, l'éducation, les services sociaux, la justice, etc. On s'est dit, faisons un premier point d'arrêt sur les enjeux de réconciliation économique. Alors, ça se passe au Palais des Congrès la semaine prochaine. À quoi les gens peuvent s'attendre le plus en venant la semaine prochaine? Eh bien, l'objectif, c'était vraiment de faire une espèce de
tour d'horizon des enjeux les plus importants. Le premier des panels est un panel politique. Alors, on a la grande chef CRI qui est là, chef Gilbert Dominique, grand chef de la nation Wendat, Pierre Picard, qui viennent présenter les attentes, perspectives politiques Premières Nations en matière de réconciliation économique. Mais on va parler aussi des nouveaux leviers financiers, on va parler de ressources humaines, on va parler d'approvisionnement et des ententes économiques. Alors, c'est un vaste survol des enjeux les plus importants en matière de réconciliation économique. On s'entend que le mot réconciliation mène un peu de confusion, surtout chez les Allochtones. Des fois, on se dit, mais c'est quoi la réconciliation? Comment que je peux faire ça? Encore plus quand on parle de réconciliation économique. Si on pouvait le mettre en quelques mots pour nos auditeurs, c'est quoi la réconciliation économique? Eh bien, je vous dirais, pour beaucoup, là, ce qui est le plus important, c'est concrètement, sur le terrain, c'est quoi les retombées pour les communautés autochtones? Comment on fait pour augmenter la portée de la voix des premiers peuples sur la façon dont le territoire est développé? Comment on fait pour s'assurer, pour les communautés qui le souhaitent, de générer plus d'emplois, générer plus de retombées pour les communautés, leur permettre d'avoir leur mot à dire dans la façon dont le territoire est transformé? Et ceci, c'est pas seulement pour les gouvernements autochtones, pour les grosses compagnies autochtones. On vise aussi les petits monsieur, madame, tout le monde qui font leur art, qui font leur artisanat. Et ça doit toucher tout le monde. Et autant les gens qui travaillent dans le domaine énergétique, dans le domaine minier, autant que concrètement pour les petites entreprises, et on le sait, là, chez les Premières Nations et Inuits à l'échelle du pays, 95 % ce sont des petites PME. Alors comment on fait pour s'assurer que ces gens-là puissent, si on veut continuer de développer leur business, mais qu'on instille aussi chez d'autres gens l'envie d'explorer cette avenue-là, puis générer des retombées. On vise le bien-être de tout le monde et en s'assurant, bien sûr, par ailleurs, que, en ce qui concerne le développement du territoire, les Premières Nations et Inuits aient davantage leur voix. J'adore que vous preniez une route qui est quand même assez unique. La technologie est impliquée maintenant. Parle-nous un peu de ce AI que l'Institut a sorti. Oui, alors effectivement, on va lancer à l'occasion du sommet cette approche interactive. Alors, on attend environ 500 personnes. Il reste quelques billets. D'ailleurs, on vous invite à venir vous inscrire. Et il va y avoir cette interaction entre l'ensemble des participants et l'IA. Alors, on va poser des questions centrales en ce qui concerne la réconciliation économique. L'IA fait une synthèse en direct des réponses de tout le monde et nous dit ce qu'elle en pense. Alors, et on a donc structuré une grosse base de données, nous, qui va réunir des éléments qu'on considère les plus importants en matière de réconciliation. Alors, c'est tout ce dialogue-là entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle qu'on propose à l'occasion du sommet. Mon Dieu, c'est presque futuristique. On va avoir un robot qui va répondre presque à nos questions. Bien, moi, je pense que les Premières Nations et les Inuits ont un rôle d'innovation à jouer dans la société et ça en est un exemple. Donc, un événement comme celui-ci impacte directement les entrepreneurs. Bien, c'est ce qu'on souhaite, parce que de plus en plus de grandes entreprises à l'échelle du pays souhaitent avoir plus de fournisseurs autochtones dans les entreprises. Alors, parfois, les entreprises ne savent pas comment aller rejoindre les entrepreneurs autochtones. Bien sûr, il y a des réseaux qui existent, mais je pense que c'est une excellente occasion pour tous les entrepreneurs Premières Nations ou Inuits de venir serrer la pince de ces grandes entreprises-là, à aller décrocher des contrats. Et en plus, on organise un espèce de speed meeting. Alors, c'est l'occasion de venir élargir son réseau. Donc, ça se passe la semaine prochaine, du 11 au 13 mars, au Palais des Congrès. Je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment. Au plaisir. Et ceci conclut les nouvelles nationales de ce soir. Merci tellement d'avoir été des nôtres. On se reparle la semaine prochaine. La chronique.